Émission donc Laurence et Françoise qui ont 10 et 13 ans quand leur maman est brutalement tuée et le meurtrier n'est autre que leur père, Daniel. Josiane, la maman de Laurence et Françoise, est agent de service hospitalier dans une clinique d'Angers à l'époque des faits et toute la famille vit à la Roseraie, l'un des grands quartiers de la ville. Mais au sein de la maison, Daniel fait vivre un enfer à Josiane depuis des années. Quand il boit trop, il devient violent. Josiane est alors obligée de fuir le foyer à plusieurs reprises. Elle dort dans des centres d'hébergement ou chez sa mère avec ses 3 enfants. Un soir de décembre, Daniel met une fois de plus sa femme et les enfants à la porte. Il fait nuit, il neige et Josiane se réfugie chez une amie. Quelques jours plus tard, elle retourne enfin chez elle avec ses 2 filles, mais son mari l'accueille avec un fusil. Il lui tire dessus une première fois dans le ventre. Josiane s'écroule au sol, sous les yeux de la petite Françoise. Daniel recharge alors son fusil et tire une seconde fois sur sa femme. Josiane décède sur le coup devant ses 2 filles. Les petites se réfugient chez les voisins qui préviennent la police. Daniel est interpellé et 1 an plus tard, il est condamné à 14 ans de prison. Françoise, Laurence et leur frère Yannick sont eux placés dans leur famille maternelle et grandissent tant bien que mal avec ce lourd passé. Mais là où les choses se compliquent, c'est qu'aujourd'hui, après des années de prison, on demande aux enfants de payer pour la maison de retraite de leur père. Ce père qui a brisé leur vie et qui a tué leur mère. Pour Laurence et Françoise, c'est impossible. Elle ne veut plus en entendre parler. Elle nous explique leur combat en direct sur ce plateau dans un instant. Mais tout d'abord, voici comment cette famille a basculé dans l'horreur. Nous sommes à la Roseraie, dans l'un des quartiers les plus importants de la ville d'Angers. Le dimanche 5 décembre 1982, Daniel, 38 ans, serrurier à l'hôpital d'Angers, a encore trop bu. Il met une fois de plus sa femme et ses 3 enfants à la porte du domicile familial. Il fait déjà nuit et Josiane, 34 ans, la mère de famille, emmène ses enfants dormir chez une amie. Daniel reste seul pendant plusieurs jours. Mais Françoise, sa fille cadette de 13 ans, veut le voir. Le 11 décembre, Françoise demande à nouveau à sa mère de l'emmener voir son père. Ce jour-là, c'est la Saint-Daniel et elle voudrait lui souhaiter une bonne fête. Elle lui a même préparé un cadeau. Josiane accepte d'emmener ses filles voir Daniel. Yannick, lui, ne souhaite pas venir. Arrivée à la maison, Laurence joue dans le jardin avec le berger allemand de la famille, tandis que Françoise monte dans sa chambre pour récupérer son cadeau. En redescendant, elle voit son père agripper sa mère dans le couloir de l'entrée, puis sortir un fusil du placard. Daniel saisit le 22 long rifle à canoncier et tire un premier coup. Josiane est touchée au ventre. Au sol, elle crie à ses filles de s'enfuir. C'est alors que Daniel tire une seconde fois dans la tête. Josiane décède sur le coup. Réfugiées chez des voisins, les 2 fillettes sont en état de choc. Elles viennent de voir leur père tuer leur mère sous leurs yeux. Leur destin vient de basculer. Les 3 enfants seront placés séparément chez des frères de leur mère. Selon Françoise et Laurence, la situation dégénérait depuis des mois, voire des années. Leur père était violent avec leur mère quand il avait bu. Il n'hésitait pas à lancer des parpaings sur la voiture quand Josiane emmenait ses enfants dormir dans des centres d'hébergement. Il lui arrivait également de prendre le tisonnier de la cheminée et de jeter des braises sur la moquette de la maison pour faire peur à sa femme. Quelques semaines avant le drame, Yannick s'interpose entre ses parents lors d'une dispute. C'est l'élément déclencheur pour Josiane. Elle demande le divorce et Daniel reçoit une convocation pour un premier entretien devant le juge des affaires familiales. Lors de son procès en 1983, Daniel est condamné pour assassinat à 14 ans de réclusion criminelle. Il passera 9 ans derrière les barreaux avant de retrouver la liberté. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers pour cette soirée spéciale. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci également d'être là. On va raconter votre histoire dans un instant. Juste Françoise, je vous ai vu vous boucher les oreilles pendant le reportage. Ouais. C'est parce que
réentendre ce qui s'est passé ce soir-là? C'est trop dur pour vous? Moi, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Malgré les années qui passent, malgré les années qui ont passé? Ouais. C'est compliqué pour elle, je pense, oui, de revoir tout ça. C'est quoi? C'est des images qui vous reviennent? Oui, bien sûr, ce sont des images. C'est le fait de l'entendre pendant tout ce temps-là, s'égrener, Voilà. Je n'ai pas envie de... Enfin, j'aime pas réentendre, en fait. Vous y repensez, vous, des fois? Non. Jamais? Vous interdisez d'y penser? Oui, bien sûr. Enfin, j'essaie de contrôler ça, mais après, il peut y avoir des situations voilà, qui peuvent remettre cette journée, mais on essaie de pas y penser, bien sûr. Alors, on va parler des faits avec Laurence, plutôt, si vous voulez bien, comme ça va vous permettre de retrouver un peu vos esprits et de parler ensuite de ce qui se passe et de ce qui s'est passé après. Laurence, vous avez des souvenirs précis de ce jour-là? Mais pas vraiment, en fait. Déjà, dans votre famille, l'ambiance était violente. Oui, mais pour nous, c'était une habitude. Pour nous, je pense que c'est dans toutes les familles que ça se passait comme ça. Donc, c'était pas quelque chose de... Vous voyez? Vous aviez quel âge au moment des faits, vous? 10 ans. Et vous, Françoise, vous aviez quel âge? 13 ans, 13 ans et demi. Donc, c'est quand même une période où on comprend ce qui se passe. Oui. On comprend les choses. Mais on pense que dans toutes les familles, c'est pareil. Que le papa, il boit et qu'il tape la maman et que, voilà, faut rien dire, faut aller à l'école, faut... Voilà. Vous en parliez un peu à l'école ou pas du tout? Non, pas du tout. Jamais? Jamais. Vous non plus, Françoise? Jamais. Vous avez quand même conscience qu'il ne fallait pas en parler? En même temps? En même temps, oui. Tout à fait. Consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs. Hein. Oui. Mais en je fait, pense que c'est inconsciemment, parce que c'était... voilà. L'école, c'était l'école, et la maison, c'était vraiment, voilà, la maison. Avant le drame, votre maman et vous étiez plus à la maison? Vous étiez partis de la maison? Oui, ça fait une semaine qu'on était partis de la maison, oui. Vous étiez partis ou ils vous avaient mis dehors? Non, elle avait décidé de partir. Là, cette fois-ci, elle avait décidé de partir. Et elle vous disait quoi, en fait, votre maman? Elle nous disait pas grand-chose, en fait. Elle nous protégeait beaucoup, donc elle nous disait pas grand-chose. En plus, on était là quand il faisait des actions un peu... on était là, hein, donc on voyait, elle avait rien à nous dire, en fait. C'était... Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle vous avait dit, ce jour-là, elle vous avait dit, on part? On part, c'est décidé, mais en vous disant pourquoi ou pas? Elle voulait divorcer, oui. Donc elle vous l'avait dit quand même? Oui, elle nous l'avait dit. Ouais. Elle nous l'avait dit, donc on était partis. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, il nous a mis à la porte. Oui, il nous a On mis n'est pas partis. Ah ouais, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, de savoir si en fait il vous a mis à la porte ou si... Mais après, elle a décidé de plus revenir. Voilà. C'est ça. En fait, pour être très clair, il vous met à la porte et elle dit c'est fini cette fois, c'est la fois de trop, je ne reviens plus. Pourtant, elle va y retourner une fois. Oui, pour sa fête. Pour qu'on puisse lui fêter sa fête. Pour que vous, les enfants, oui, vous puissiez lui fêter sa fête. Oui, et que Françoise avait un cadeau, moi aussi j'avais un cadeau, donc on voulait lui offrir son cadeau. Mais ça veut dire que vous aviez des cadeaux, donc vous l'aimiez, ce papa? Oui. Oui, bien sûr. Malgré les violences auxquelles vous assistiez, oui. En fait. Oui. Vous aussi, Françoise? Oui. C'est dur aujourd'hui de dire que vous l'aimiez, en fait, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça, mais il faut bien être clair que quand on vit sous les violences conjugales, nous, enfants, on est spectateurs et aussi, finalement, victimes, mais on s'en rend pas compte. La conscience de se dire que ce n'est pas bien, ça vient bien plus tard. Moi, je commençais déjà à m'éveiller de ça, justement. Laurence, elle avait que 10 ans et elle était encore dans l'amour de son père, sans limite. Moi, j'en étais déjà à regarder un peu plus de près ce qui se passait et à ne pas être d'accord. Et notre frère aîné, encore plus. C'est en avançant dans l'âge aussi qu'on prend conscience et qu'on ne cautionne... Alors, on ne cautionnait pas, mais qu'on... On a envie de se révolter. Oui. Un peu plus tard. Mais votre maman, vous la voyez souffrir quand même, quand elle se fait frapper, quand elle prend des coups? Vous voyez qu'elle souffre? Ça, même quand on a 10 ans, on voit sa maman qui a mal et qui pleure, non? Je pense que devant nous, quand même, elle faisait bonne figure, quand même. Elle était... on voyait qu'elle souffrait, bien sûr qu'on voyait. Mais après, comme il revenait toujours vers elle, avec, je sais pas, en étant gentil,
Ce jour-là, si elle retourne, c'est pour que vous puissiez lui offrir des cadeaux. Oui. C'est à votre demande? À la demande de... Alors non, on pensait que c'était à ma demande. Voilà. Mais moi, je suis allée consulter les archives départementales. J'ai relu le procès depuis qu'on s'est été vus. Oui. Et du coup, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. En fait, j'ai, en lisant le procès, pris conscience que j'avais un peu inventé des choses, que c'est notre géniteur qui avait appelé ma mère le samedi midi pour qu'elle vienne et qu'elle nous accompagne. Il a hyper insisté, enfin je l'ai lu, c'est marqué, et en fait je ne suis pas responsable de... Alors ça c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, c'est je ne suis pas responsable. Ça veut dire que cette culpabilité, avant de retourner voir les papiers, cette culpabilité vous l'avez portée? Oui, à un moment... Parce qu'on disait que c'était vous qui aviez demandé à y retourner, et ça vous faisait porter un poids indirect, et injustement d'ailleurs, parce que vous n'êtes pour rien, bien évidemment, dans cette affaire, mais ça vous faisait porter un poids. Alors oui, pendant un temps certainement, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que j'ai lu aussi ma propre déposition, et dans ma propre déposition, je ne faisais pas mention justement du fait que c'est moi qui ai emmené ma mère et ma sœur voir notre géniteur. Donc du coup, ce schéma, il s'est construit après, quand j'ai dû subir finalement que j'étais en état de choc, et que du coup ma mémoire a changé les choses. Mes souvenirs sont devenus autres. Alors pourquoi je me suis entre guillemets un peu accusée de ça, j'en sais rien du tout, mais ça doit être dur de vivre avec, et d'autant plus qu'elle est fausse en plus, mais de vivre avec cette, alors je mets des guillemets, mais cette culpabilité que vous vous êtes créée au fond. Oui, je pense que ça a été peut-être difficile. Peut-être que je voulais aussi me punir. Nous, les enfants victimes justement de violences conjugales, on voit peut-être aussi après, quand il arrive ce drame du féminicide, tout ce qu'on aurait pu faire, enfin, peut-être, même si on n'a que 10 ou 13 ou 15 ans. On essaie de réécrire l'histoire, ce qui est impossible. C'est ça, voilà. Docteur Stéphane Clerget, il y a presque une punition au fond, qu'elle s'est imposée, en se disant c'est peut-être ma faute, en fait, si on est retourné ce jour-là. Oui, c'est intéressant, ce sentiment de culpabilité. Alors, vous le dites très bien, c'est fréquent dans les situations de féminicide, mais finalement, quand on perd sa mère, on se sent toujours coupable de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour qu'elle ne meure pas. Donc, de toute façon, le sentiment de culpabilité vis-à-vis de la mort de ses parents, c'est quand même très, très, très fréquent, et c'est une façon de se donner un rôle malgré tout, de se dire essayer d'essayer de maîtriser les choses. C'est une tentative comme ça par rapport à des choses qu'on ne maîtrise pas évidemment quand on est enfant. Mais c'est terrible cette culpabilité, parce qu'effectivement elle a dû manifestement elle a pesé sur vous pendant des années. Pas tant que ça. Parce que non, parce qu'après il y a eu quand même il y a eu le procès, et lors du procès, il s'est avéré que j'ai appris qu'il avait son arme dans sa doublure de son manteau, et que à partir de ce moment-là, on prend conscience aussi que s'il l'avait pas fait ce jour-là, c'est qu'il avait, de toute façon, il avait décidé de la tuer et qu'il l'aurait fait. Juste un mot, Françoise, parce que depuis tout à l'heure, vous l'appelez mon géniteur. C'est le mot que vous employez désormais pour parler de votre père? Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, ça me semble évident, oui. Oui, je peux... Oui, enfin ça c'est pas nouveau. Hein. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on dit notre géniteur. Il peut, en tout cas moi, il m'arrivait de dire mon père, ça m'arrive, mais c'est parce que je relate un fait bien avant le... C'est-à-dire que vous considérez que c'est plus votre père? Bien sûr. Oui, sans aucun doute. Ah oui, tout à fait. Vous aussi, Laurence? Ah oui, oui, oui. Oui. Vous l'appelez géniteur? Ah oui, géniteur, oui, oui. Vous en avez parlé ensemble avant d'employer ce mot-là? Non, je crois même pas, non. C'est venu spontanément? Oui. Ce jour-là, quand vous retournez à la maison, vous avez des souvenirs de la scène, de ce qui s'est passé? Oui, on en a des souvenirs. Hein. Je pense que toutes les deux, alors on était... c'est différent, on est deux personnes différentes. Donc on a vous, Laurence, vous avez quoi? Et François, je ne sais pas si elle voudra en parler, mais vous serez libre, bien sûr. Ça s'est passé vraiment vite. Donc si, j'ai souvenir de les voir parler ensemble.
Et puis, donc, après, j'ai vu qu'il a sorti le fusil et qu'il a tiré. Et ma sœur qui m'a dit, cours. Cours chez la voisine, cours. Et quand... Vous l'avez vu tirer? Oui, j'étais devant, mais je jouais avec mon chien, donc j'ai juste levé la tête, voilà. Et après, elle m'a dit, cours, donc j'ai couru. Et j'ai entendu un deuxième coup de feu quand je suis arrivée au portillon de la voisine. Voilà, cette image, vous l'avez encore? Non. Vous l'avez rayée? Je l'avais rayée et elle est revenue après, plus tard, beaucoup plus tard, il y a 3-4 ans. Mais c'est vrai que moi, je l'avais rayée, je l'ai rayée. Françoise, votre réflexe, c'est de sauver votre sœur? De lui dire cours? Ouais. C'est de dire de partir, oui. Quand j'ai compris ce qui se passait, oui. Le temps que je comprenne, oui, bien sûr. Vous avez vu votre père tirer? C'était devant vous? T'étais à côté, toi, oui. Oui, j'étais à côté. Non, mais c'est pas ça, mais comment dire, on l'a déjà tellement raconté que, voilà, que pour moi, en fait, ça rend pas les choses plus simples que de les raconter, C'est pas plus simple. On pourrait se dire, oh là là, voilà, on le raconte, du coup, ce n'est plus important, mais ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, pas pour... Pour vous, ça vous aide pas? Non, pas du tout. Au contraire, ça réveille des choses. Oui, enfin, ça réveille. Je ne sais pas si ça réveille ou si, de toute façon, c'est en moi et que voilà quoi, et que je sais que jusqu'à la fin de mes jours, ça sera forcément moi. C'est normal quand on vit quelque chose comme ça. À partir du moment où un enfant il subit une violence, quelle qu'elle soit, et je pense que c'était une violence que de voir mourir sa mère. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça nous accompagne toute notre vie et qu'il faut que nous on grandisse et qu'on se construise avec cette violence, enfin, avec cette douleur. Ouais. Maintenant, voilà. Alors il y a des années de reconstruction, bien évidemment, et après des années de reconstruction, vous réussissez enfin à vivre avec ce passé douloureux. Vous construisez chacune votre famille, mais des années plus tard, un nouvel élément vient donc bouleverser votre vie. Vous recevez une lettre du département du Maine-et-Loire qui vous demande de payer pour l'EHPAD de votre père que vous avez rayé de votre vie. Auparavant, vous avez décidé de couper les ponts après ce geste terrible qu'il a fait. Et face à ce drame vécu 36 ans plus tôt, c'est un véritable bouleversement quand vous recevez cette lettre et vous refusez de verser un seul centime pour l'homme qui a tué votre maman. En février 2008, l'homme désormais âgé de 74 ans est admis dans un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes dépendantes. Et alors que Françoise et Laurence n'ont plus de nouvelles de leur père depuis plusieurs années, en novembre 2018, c'est le choc. Françoise trouve dans sa boîte aux lettres un courrier, pour le moins désagréable. Il s'agit d'une lettre concernant son père. Le département du Maine-et-Loire lui demande de payer l'EHPAD de son père, qu'il a intégré quelques mois plus tôt. Pour payer la facture, le septuagénaire, placé sous tutelle, a fait une demande d'aide sociale auprès du département. Un département qui, comme le prévoit la procédure, se tourne à son tour vers les descendants. En effet, la loi affirme que les enfants doivent s'occuper de leurs parents qui sont dans le besoin. Pour les deux sœurs, c'est un choc. Pour elles, il est hors de question de donner un seul centime à celui qui a pris la vie de leur maman. Ce courrier leur fait revivre le drame survenu 36 ans plus tôt, dont toute la fratrie a peiné à se remettre. Retour en direct sur le plateau de cette soirée spéciale sur Énergie 12 et en direct. On est toujours avec Laurence et Françoise. Alors cette lettre, vous allez la recevoir en novembre 2018. Et jusqu'à novembre 2018, vous n'aviez plus aucune nouvelle de votre père? Non. Plus rien. Non. Et vous ne vouliez pas en avoir, pour être très clair. Tout à fait. Quand vous recevez cette lettre, alors je précise, vous la recevez, mais les deux autres enfants aussi la reçoivent. Vous n'êtes pas... Oui, je croyais être épargnée, mais non. Non, c'est ça, vous la recevez tous. Alors ça vous plonge 35 ans en arrière, forcément, avec ce que vous avez vécu. Et elle vous dit quoi, cette lettre? Elle vous dit que votre père est dans un EHPAD et qu'il faut payer pour lui? En fait, on reçoit juste le formulaire, le dossier qui vous demande en fait
que vous remplissez, que vous aussi vous auriez à remplir si votre parent allait en EHPAD, voilà. Et ce formulaire, il est envoyé bien évidemment de la part du département pour savoir à quelle hauteur on devrait aider notre géniteur. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que ce dossier c'est pas une demande. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on vous dit pas est-ce que vous êtes prêt à payer. On vous dit il va falloir que vous payiez. C'est un dossier. Voilà. C'est ça. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit voilà, vous avez ça à remplir pour que nous, on puisse vous dire combien vous allez payer. Plus tous les papiers à fournir. On devait fournir nos fiches de paie, notre avis d'imposition, les certificats de scolarité des enfants, tout. Quand vous recevez ça déjà la première fois, votre réaction, c'est quoi? Vous dites c'est une erreur? Vous dites quoi? Non, alors, je l'ai reçu en première parce que j'habitais là-bas, donc voilà. Ouais. D'abord, je pense que j'étais extrêmement en colère sur le coup. C'est-à-dire que je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Voilà, pour moi, c'était juste pas possible de recevoir ce courrier, que je m'étais dit que les institutions qui ne nous ont jamais aidés, qui ne nous ont pas, qui se sont pas préoccupés de nous, voilà, je n'ai pas compris que ces mêmes institutions viennent justement nous rechercher pour payer les pattes de notre géniteur assassin. Et donc, notre géniteur assassin, oui, les mots sont... Au moins, on comprend clairement votre état d'esprit à ce moment-là, mais c'est bien, c'est très clair. Notre géniteur assassin, c'est vraiment ça. Donc vous vous dites c'est non? Ah, mais je me dis que je préférerais tout vendre. J'étais prête à divorcer, partir sur la route. Non, j'étais hors des questions. Et c'est pas une... Alors, encore une fois, c'est pas... ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas le... Non, mais ça, on comprend bien. Enfin, à aucun moment, on a pensé que c'était un problème d'argent. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un problème éthique. Oui. Voilà, éthique et moral. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'est construite dans ces conditions, à partir de ce moment où cet homme, il nous a enlevé notre soutien familial, notre mère, à partir du moment où il a fallu qu'on grandisse séparément et seul, et qu'on fasse notre majorité aussi seule, qu'on devienne mère seule, on ne peut pas concevoir que l'on puisse aider cet homme. Excusez-moi de vous poser la question, mais c'est justement pour vous faire parler. Hein. C'est vraiment pour ça. Mais je veux dire, vous ne lui reconnaissez pas le fait qu'il vous ait donné la vie? Absolument pas. Absolument pas. Ce qu'il faudrait bien, c'est de définir ce qu'est un père. Enfin, le juge Durand l'a dit, un père violent ne peut pas être un bon père. On est tous d'accord là-dessus, tout le monde le dit. En même temps, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vie de tous les jours? Voyez autour de vous, les parents incestueux restent des parents, les parents qui tuent leurs enfants restent des parents, et personne ne fait rien, personne ne dit rien, alors que on est quand même tous d'accord sur le fait qu'un parent violent n'est pas un bon parent. Il faut faire quelque chose. Là, on vous sent bien remonté, en fait. Non, mais c'est pas pardon du tout. Vous êtes là pour vous exprimer, il n'y a pas de souci. Maître Philippe-Henri Honegger, on est en 2018. Oui. Quand elle reçoit cette lettre, que dit la loi à ce moment-là? C'est très intéressant parce que ce que vous évoquez, c'est l'aspect moral. Et il se trouve que l'aspect moral, elle a aussi été retranscrit dans la loi. Alors le principe est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en France, on considère dans le Code civil que les parents ont une obligation d'entretien envers les enfants et que réciproquement, les enfants ont une obligation envers leurs parents. C'est ce qu'on appelle l'obligation alimentaire. Le cas général, c'est plutôt, vous avez un parent effectivement qui est très vieux, qui est un peu démuni, et donc les enfants qu'il a élevés, qu'il a censé avoir aimé, avoir choyé, doivent en retour l'aider au minimum de la dignité possible. Oui, mais s'il ne les a pas aimés, s'il ne les a pas choyés, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, en 2018, encore une fois, quand elles reçoivent la lettre? Ce que prévoyait la loi en 2018, c'est qu'on a cette obligation, par principe, et que dans certains cas, il peut exister des exceptions qu'il faut faire reconnaître par un juge. Alors soit parce que le parent a totalement abandonné les enfants, soit parce qu'il les a maltraités ou autre. Mais ça n'a jamais été fixé de manière très claire par la loi. Et surtout, ce qui n'était pas prévu par la loi, c'est les cas où le père ou la mère aurait tué l'autre parent. Mais c'est bizarre parce que c'est quand même arrivé. On est en 2018, on n'est pas en 1920, quoi. C'est arrivé, mais vous voyez, comme vous le disiez, on considérait avant, et c'est d'ailleurs encore le cas en partie, que
un père qui aurait tué la mère des enfants peut néanmoins par la suite continuer à entretenir des relations avec ses enfants, peut continuer à les élever, ça arrive, ou avoir des rapports, on va dire, cordiaux. Alors pour le dire autrement, la loi considérait qu'un père qui a tué, par exemple, puisqu'on est dans ce cas précis, la mère, sa femme donc, il peut être un bon père malgré tout. Il pouvait. C'est ce qu'on considérait. Et que donc, comme il aurait pu l'être, eh bien, il y avait une obligation réciproque des enfants. Donc c'était son choix à lui. L'enfant n'avait pas à choisir. Alors, je dirais pas que c'est un choix, parce que ce que disait la loi, c'est que le principe, c'était ça. Le principe voulait qu'on considère que finalement, ça pouvait bien se passer, mais que si jamais ça s'était mal passé, alors il fallait le faire reconnaître par un juge. Donc il fallait quand même engager une procédure, amener un certain nombre de preuves pour dire, non, regardez, moi, mon père, pour le coup, il m'a maltraité. Mais juste, c'est très intéressant également, docteur Stéphane Clerget, parce que ce que dit Françoise, elle a cité l'expression de bon père, en fait. C'est quoi un bon père, au fond? C'est ça aussi qu'il faut définir. Alors, honnêtement, dans le cas de Laurence et Françoise, la question ne se pose pas vraiment. Enfin, voilà, on comprend très vite. Mais en même temps, c'est quoi un bon père? Oui, on est obligé de mettre des limites. Bah oui. Qu'est-ce que c'est un bon fils et une bonne fille? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un enfant désagréable, agité, violent, qu'on va pas subvenir à ses besoins. Alors, est-ce que l'inverse est vrai? En tout cas, un mauvais père, c'est un père qui commet un crime. Et un crime sur l'enfant ou un crime sur... Oui, mais là, le crime n'est pas sur l'enfant, justement. Oui. C'est là où c'est intéressant. C'est que, est-ce qu'un assassin peut être un bon père? Pour certains enfants, oui. Eh oui. Il y a des enfants qui considèrent que leur père ayant été assassin, pour autant, il est un bon père. Mais c'est quand même rarement l'assassin de la mère dans ce cas-là. C'est ça. Françoise, votre réaction, c'est de ne pas remplir ces papiers quand vous les recevez? Oui, bien sûr. Et vous êtes d'accord? Moi, je l'ai reçu le lendemain. Alors, je me suis un peu moquée d'elle quand elle l'a reçu, parce qu'elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai reçu le courrier. Je dis, moi, il me retrouvera jamais, j'habite plus loin. Et en fait, je l'ai reçu le lendemain. Et là, vous vous parlez toutes les deux? Ah oui. Et vous vous dites quoi? On remplit pas? Ah non. Non, mais c'était hors de question de remplir. Il était vraiment, pas du tout acceptable que nous on fasse cette démarche-là de remplir. Et c'est vrai qu'on a que, faut se mettre à notre place. On reçoit le courrier, on se revêt de nos 10 et 13 ans. On n'est donc pas très bien. Ça veut dire que vraiment on est dans notre mémoire traumatique qui revient. Et pour le coup, à part refuser de faire ce dossier et d'appeler le département pour leur faire part de le grand étonnement, parce que moi j'ai fait dès le lendemain. Et qu'est-ce qu'ils vous disent au téléphone? Le département me demande de prouver les faits. Ça, c'est pas très compliqué. Et d'expliciter ma demande. C'est ça qui ce est que compliqué. j'ai refusé de faire. Alors c'est ce que Parce que les faits ne leur suffisaient pas. En fait, nous montrer des coupures de presse ou des articles, mais tout ça. tout le monde n'a pas une coupure de presse pour pouvoir prouver. Tout le monde n'a pas quelqu'un qui va lui faire des choses. C'est ça qui est compliqué dans cet article 207. Pourquoi les victimes doivent encore prouver aujourd'hui? Il y a non, mais il y a un jugement au moins. À la limite, il y a un jugement. Oui, alors moi je l'avais demandé quelques années auparavant, donc j'ai pu le donner à mon frère et à ma sœur, de façon à ce que tout le monde fasse le même courrier et qu'on puisse prouver donc notre situation. Quelle réponse vous avez à ça quand vous le faites? On passerait en commission. Ah mais nous, c'est ça, ça a été, écoutez, vous allez passer en commission, on reviendra vers vous. Voilà. Et là aussi, encore une fois, on ne fait pas attention à l'impact que ça a eu sur nous, c'est-à-dire que cette façon de non-recevoir a été pour nous encore plus dévastatrice que le courrier en lui-même, puisque pour le coup, c'est là où moi j'ai dit non, je n'attendrai pas la réponse et que je suis allée voir, que j'ai demandé au Courrier de l'Ouest de me recevoir. Et c'est là où vous avez commencé à médiatiser tout ça. Les choses se terminent bien, si on peut parler de choses qui se terminent bien dans cette affaire, parce qu'au final, vous ne payez pas. On n'a pas payé et on n'a même pas eu à saisir un JAF, puisque, dites-moi si je me trompe, mais saisir l'article 207, ça veut dire saisir un juge aux affaires familiales, ce qui demande beaucoup d'énergie, de temps. Quand vous êtes... Et puis ça remue une fois de plus tous ces souvenirs. Quand vous êtes revêtu de toute cette violence, qu'en plus il vous faut l'énergie de faire ça. Je veux dire, nous c'est pour ça qu'on dénonce cet article 207. Pour le coup, et bien évidemment, qu'en médiatisant notre histoire, le département a
tout de suite abandonné j'allais dire les poursuites. Mais nous étions finalement poursuivis. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous étiez poursuivis parce que vous ne vouliez pas payer, et malgré ce qu'avait fait votre père. Maître, c'est possible encore aujourd'hui, en 2021, cette affaire? Non, ça a changé. Ce qui est aussi paradoxal, c'est que quand on est auteur d'une infraction, on est censé indemniser les victimes, puisqu'on est sur l'aspect financier. Et que donc lui-même est plutôt redevable envers vous du préjudice qu'il vous a fait subir, plutôt que l'inverse. Et c'est lui qui aurait dû toute sa vie payer le fait que vous ayez perdu sa mère, votre mère de sa faute. En revanche, peut-être grâce à vous, je ne sais pas, la loi elle a changé à l'été 2020, spécifiquement pour les cas qui sont similaires aux vôtres. Et maintenant, on a inversé, si je peux dire, la charge de la preuve, c'est-à-dire que maintenant, le principe, c'est que si un père ou une mère est auteur d'un homicide sur son conjoint, on considère que les ascendants, les descendants, enfin en gros, les enfants, n'auront pas à payer l'obligation alimentaire, sauf cas exceptionnels qui le prouvent. Et dans ce cas-là, ça reviendrait à dire, dans votre cas, ça aurait été, vous n'avez pas à payer, on ne viendra pas vous chercher a priori. En revanche, si vous voulez absolument payer, ou si le père, en l'occurrence, dit, mais attendez, moi j'ai eu des super relations avec eux toute ma vie, donc ils me doivent obligation, et c'est lui qui devra lancer la procédure dans l'autre sens. Donc elle est plus logique, finalement, la procédure aujourd'hui. C'est plus logique, parce que je pense qu'effectivement, le principe, c'est que quand il y a quelqu'un qui tue, votre père tue votre mère, a priori, ça va mal se passer. Mais si ça se passe bien, eh ben, on peut quand même inverser les choses. Françoise, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voudrais vraiment réagir là-dessus, parce que, alors oui, c'est une avancée sans aucun doute. Hein. C'est donc, c'est sorti donc le 30 juillet 2020. Exactement. Sauf que concrètement, j'avais alerté Madame Schiappa à l'époque sur le fait qu'il n'y ait pas de fichier national sécurisé pour y inscrire le parent. Comment voulez-vous que les institutions 20 ou 30 ans plus tard ne puissent se dire ah ben non, lui on va pas aller chercher ses enfants parce qu'en fait il a fait ça, ça et ça. Ce n'est pas possible. En fait, ce que vous demandez, c'est la création d'un fichier aujourd'hui. Si on veut que cette loi-là, qui est une avancée, si concrètement on veut qu'elle soit vraiment bien, il faut faire un fichier de façon à y inscrire les parents dont on ne doit pas aller chercher les enfants. Et les institutions se devraient, avant d'aller chercher un enfant, consulter ce fichier, voir s'il y a le nom. Surtout, on n'y va pas. On ne réveille pas la mémoire traumatique de l'enfant. Oui, parce que le simple fait de le contacter pour savoir, ça réveille tout. Mais bien sûr, fait. Donc c'est totalement logique ce que vous demandez. Exactement, exactement, c'est ça. Et ça avance, ça avance ou pas du tout? Alors, écoutez, le fichier, tout le monde en fait fi. J'ai l'impression que personne ne comprend, pour être vraiment clair. Pourtant, c'est très clair quand on vous entend. Écoutez, moi, quand on sait faire des fichiers pour les hooligans dans les matchs de football. Aujourd'hui, ce serait bien d'avoir un fichier pour les parents maltraitants, justement pour protéger les enfants qui sont justement protégés via l'article 207 maintenant. Et j'aimerais quand même aller plus loin parce que cette avancée, elle concerne les enfants dont le parent a été jugé au pénal. Oui. Alors, pensez à l'enfant qui a subi l'inceste de son parent. Que son inceste est retranscrit en agression sexuelle, puisque aujourd'hui c'est quand même beaucoup ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, donc monsieur ne va pas au pénal. Oui, ce que vous voulez dire, c'est pas que c'est pas au pénal, mais effectivement, maintenant, la loi est limitée pour les crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves, mais pas pour les délits, notamment les agressions. Donc il faudra un fichier beaucoup plus global. C'est ce que vous dites. Il faut protéger tous les enfants, les enfants qui ont subi une violence de leurs parents. Il n'est pas acceptable aujourd'hui d'aller chercher un enfant qui a subi des violences de son parent. Il n'est pas acceptable de réveiller sa mémoire traumatique. Il n'est pas acceptable de ne pas protéger cet enfant. Et moi, j'irai encore plus loin. Il faut dès maintenant se bouger pour que l'article 207 puisse être saisi le plus rapidement possible dans la vie de l'enfant, afin qu'il puisse mettre ce parent dans le fichier, et qu'il puisse en être débarrassé une bonne fois pour toutes et ne pas vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il faut vraiment aller plus loin que ça. Merci Laurence et Françoise. Merci beaucoup. On a entendu votre appel. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va